Ici, je ne fais que des suppositions, des spéculations, du roman. Oui, c'est ça, je ne fais que du roman. Mais je crois que si ce que j'écris ici est un monde, que je découvre en partie en le rêvant, je ne l'invente pas tout à fait. Je le reconstruis, pièce à pièce, comme une machine d'un autre temps dont on découvre que le mécanisme a pourtant fonctionné un jour, et qu'il suffit de le remonter pour qu'il puisse redémarrer. Ce monde, je pars de sa disparition pour le reconstituer, peut-être à l'aveugle, en prenant trop de liberté, mais avec la conviction que je le fais dans le bon sens, comme à partir d'un fémur fossilisé, le squelette d'un animal préhistorique que personne n'a jamais vu. Bonjour à toutes et à tous, vous venez d'entendre un extrait de Laurent Mauvigné, La maison vide, parce qu'aujourd'hui je vais m'atteler à un exercice qui est une première pour les dessous de la littérature, celle de la critique littéraire. Non pas que je ne lise pas d'actualité littéraire, ni que j'en affectionne les auteurs, autrices qui font les rentrées, qui font leur classe au moment même où je prends le micro. Au contraire, je les lis beaucoup, assidûment, avec plus ou moins de passion selon l'auteur. Mais voilà, j'ai toujours eu peur de tomber dans ce biais trop connu du critique, celui qui frappe la plume, ou la voix de celui qui s'essaye à chroniquer, c'est-à-dire celui d'encenser excessivement, quitte à tomber dans les lieux communs du « ce livre est extraordinaire, un moment hors du temps, un vrai page-turner », comme on dit, ou celui d'abattre sans ménagement une œuvre qui aura mis des mois et des années avant d'aboutir. Et puis, l'actualité littéraire est tellement foisonnante, ce sont des centaines de nouveaux romans à la seule rentrée de septembre. Et cette année, en 2025, on en dénombrait 484. Alors, au milieu de cette marée livresque, eh bien, lesquels choisir pour chroniquer? Ceux dont tout le monde parle, ou au contraire ceux dont on ne dit mot? Bref, vous l'aurez compris, ma prudence m'en a tenu éloignée durant longtemps, mais aujourd'hui, après avoir lu, décortiqué, savouré, digéré et aimé La maison vide de Laurent Mauvigné, je ne pouvais que vous en parler. Alors je ne reviendrai pas sur sa vie et son œuvre, je ne vous dirai pas qu'il est né en 1967 à Tours, et je ne commettrai pas l'injure de vous rappeler qu'il a obtenu le prix Goncourt 2025 pour son roman La maison vide, paru aux superbes éditions de Minuit. Peut-être oserais-je seulement aborder ma rencontre avec sa plume, un jour quelconque de 2013 à Toulouse, lorsque j'avais ouvert Des hommes, roman à la fois sur la guerre d'Algérie, mais surtout sur les hommes, ceux qu'on appelle et qu'on envoie à la guerre malgré eux, ceux qui y commettent des atrocités, bon gré, mal gré, et qui reviennent chargés de cris, et pourtant se murent dans le silence. Là, quelque chose m'avait saisi, et ce quelque chose m'a repris, à l'issue de ma lecture de La maison vide. Mais ce n'est pas par là que je voulais commencer, et décidément, je fais tout à l'envers. Donc remettons les choses à l'endroit, et débutons, comme on dit, par le commencement. Le commencement, selon moi, c'est ce titre, accompagné du contraste, du paradoxe physique de l'objet livre en lui-même. Car quand on tient ce livre de 743 pages entre ses mains, il faut l'imaginer sobre, épais, d'un blanc virginal qui évoque autant l'absence que ce titre traite de la vacuité. Pourtant voilà, on nous indique en première information qu'il sera question d'une maison, mais surtout de ce vide, de cette absence alors que nous tenons une véritable brique entre nos mains. Et peut-être que c'est justement cela, ce message subliminal et cette responsabilité confiée par l'auteur à chacun de ses lecteurs. Que chacune des impressions de cette brique serve à, collectivement, rebâtir et remeubler cette maison qu'on a laissée dépourvue de présence pendant trop longtemps. Passée cette première impression que chaque page viendra confirmer, on débute sa lecture. On découvre alors un narrateur, Laurent Mauvigné lui-même, qui, de retour dans la maison familiale, souhaite retracer l'histoire de sa famille et de sa lignée. On le suit alors, dans le salon, près du vieux piano, à l'étage, dans les chambres, au grenier. On plonge nos mains dans les tiroirs de la commode pour y retrouver des lettres. On dépoussière ce piano pour le faire sonner à nouveau. Et c'est ainsi que commence cette grande fresque familiale. Alors vous pourriez objecter que des fresques familiales, on en a vu d'autres, que d'utiliser les artifices du roman pour contourner la perte mémorielle d'une lignée, ce n'est pas très avant-gardiste. Que travailler sur la thématique de la mémoire, du temps passé, de la perte aussi de cette mémoire, bon, ça va un temps, mais rien de bien intéressant, Proust et Annie Ernaux l'ont fait bien avant lui. À cela, j'ai envie de rétorquer que certes, mais là où, selon moi, c'est un grand et beau roman, c'est qu'à travers son histoire personnelle et familiale, on rejoint l'universel. Pour reprendre une formule galvaudée, piétinée à force d'être utilisée, la petite histoire rejoint la grande, celle qui est pourvue d'un H majuscule. Et en fait, plus précisément, ce qui est si beau dans ce roman, c'est qu'il nous permet de la vivre d'une certaine manière, cette grande histoire, qu'on nous répète durant toute notre scolarité. Celle qui fait partie du grand roman national français. La fin du XIXe siècle, la vie dans les campagnes, la révolution industrielle et tous ses bouleversements, la guerre franco-prussienne, puis la Grande Guerre et ses gueules cassées, les années folles, l'espoir que la guerre ne reviendra pas,
aussitôt trahi par la Seconde Guerre mondiale, l'occupation de la France, la collaboration, la libération, l'épuration. Bref, tous ces événements qu'on étudie, au moins de loin, au gré de nos cours d'histoire, sont ici incarnés. Incarnés par des personnages, et par des personnes en fait, des aïeux de l'auteur qui entrelacent si bien leur vie et leur perception qu'on a le sentiment de pouvoir presque participer aux discussions de famille, le soir quand elles se tiennent. Oui, on les voit se tenir dans cette grande maison près de la Bassée. Mais aussi et surtout, il y a une absence entêtante, celle qui intrigue dès le début du roman et qui nous tient en haleine pendant tout le long. Celui d'une femme, de la grand-mère paternelle de Laurent Mauvigny, Marguerite. Marguerite dont il nous explique qu'il ne subsiste qu'une photographie intacte d'elle-même, celle où elle est encore bébé dans les bras de ses parents. Toutes les autres, où elle aurait pu, où elle aurait dû figurer, sont noircies, masquées ou découpées pour l'enlever du portrait de famille. Le visage de Marguerite a disparu. Quelqu'un, dans la famille, avec obstination et résolument, a choisi de tuer Marguerite symboliquement. Comme si supprimer les gens des photos, c'était les tuer, mais surtout affirmer qu'on les tue, signer le geste de tuer, en l'exhibant, plutôt qu'en essayant de cacher les traces de son crime. Mais il y a aussi cette autre image, où le visage de Marguerite n'est pas lacéré ni découpé. Sur celle-ci, c'est une autre agression, non moins définitive. Son visage a été griffonné au stylo à billes jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement dans l'encre noire. On pressent plutôt, la rage qui anime la pression sur le stylo, la colère ou la concentration haineuse qu'il a fallu pour aller au bout du geste, pour que rien ne puisse lui échapper, pas même un cheveu ni un millimètre de peau. Celle du cou, au niveau du col d'un chemisier fermé, probablement blanc ou jaune pâle, peut-être d'un rose très clair, est aussi recouverte entièrement. On a pris soin de longer l'arrondi du col comme si on avait voulu éviter de tacher celui-ci. Mais de la peau du visage, des mains et les cheveux aussi, rien n'a été laissé visible. Comme s'il avait fallu asphyxier chaque pore de la peau, la rendre à ce point méconnaissable qu'il aurait été impossible à la moindre parcelle de chair de révéler sa présence. Mais le tout est trop scolaire, exécuté proprement. On se demande bien si c'est le visage qu'on veut détruire, si ce sont ses traits, ou la filiation qui s'y inscrit avec le jeu des ressemblances. Soudain à ce point insupportable qu'il aurait fallu pour ainsi dire défigurer Marguerite et couper tous les liens entre les générations. Au contraire de Marguerite, Marie-Ernestine, l'arrière-grand-mère donc, est omniprésente, tant sur les photos que dans les récits et même dans les pièces. D'abord par son piano, ce piano qui aura été le seul grand amour de sa vie, elle qui aura pourtant été mariée 2 fois. De Marie-Ernestine, j'ai vu les nombreuses photos. Elle sature l'espace de sa présence comme sa fille de son absence. Le portrait de Marie-Ernestine se confond avec la grisaille des images, le flou des portraits de groupe, pour des mariages d'inconnus ou de quasi-inconnus. Comme vous commencez à l'entrevoir, les femmes jouent un rôle central dans la maison vide. Il y a la mère de Marie-Ernestine, celle qui est donc l'arrière-arrière-grand-mère, que l'on suppose femme soumise et docile de Firmin Proust au début, mais qui pourtant se révélera bien plus durant la Grande Guerre. Puis, il y a Marie-Ernestine, l'arrière-grand-mère, la pianiste, celle qui aurait pu devenir une grande pianiste, mais qui est contrainte d'épouser un homme qu'elle déteste. Et il y a enfin Marguerite. À travers elle se tissent les histoires individuelles mais collectives des femmes en France sur plusieurs générations, et également leurs relations entre elles, ses amours, ses désamours, ses difficultés d'être mère, ou au contraire ses joies d'être grand-mère. Et puis, il y a les hommes. Il y a Firmin, celui qui construit tout, Jules, ce mari honni qui deviendra héros de guerre et qui pourra revenir chez lui une fois durant la Grande Guerre avant de mourir au front. Et ce retour est l'un de mes passages préférés. Je lui prête ma voix. On peut l'imaginer hésitant presque à franchir les derniers mètres qui le séparent de chez lui. On peut l'imaginer alourdi par tant d'images muettes incrustées désormais dans sa chair, si profondément qu'elles font corps avec elle, qu'elles sont sa chair, qu'elles sont sa vie, cette barbe à poux ignoble qu'il avait portée pendant 15 jours parce qu'il en avait marre d'être privé d'eau pour la couper, et marre de se faire la barbe au vin rouge, comme il l'avait fait plusieurs fois,
suscitant la colère de ses copains qui trouvaient que c'était du gâchis. Pas fait pour ça, le pinard! Et qu'il avait laissé tomber parce qu'il avait fini écœuré de cette mousse violette dégueulasse. Toutes les images qui remontaient et dont il savait qu'il ne pourrait jamais parler vraiment et dont il redoutait qu'on les devine ou qu'on les lise dans ses yeux, sur son visage, comme s'il possédait des secrets inavouables. Est-ce qu'on verrait sur son visage le dégoût, le ressentiment, la lassitude des heures passées à chasser les milliers de poux? Des blancs, des gris, des noirs, gros comme des grains de blé, grouillant dans les plis et le long des coutures, les revers des habits, qu'on chassait en se frictionnant avec du pétrole, de l'essence, avec des sachets de camphre en se poudrant d'insecticides. Est-ce qu'on verrait dans ses yeux la suffocation d'avoir passé 6 ou 7 heures dans l'eau, à moitié mort de fatigue, capable de dormir dans un abri exigu, tous emmêlés les uns aux autres et puant la sueur, la merde crottée de la tête aux pieds? Il se rappelait la première fois, quand lui aussi avait découvert sur la route des gars revenant des tranchées. L'effroi qu'il en avait éprouvé. Des zombies, des morts-vivants, quoi d'autre, des bêtes abruties, couvertes d'une boue jaunâtre de leurs souliers à la calotte du képi. Une boue visqueuse jusque dans les poils des moustaches, dans les cils, les cheveux. Il se souvient, maintenant qu'il va rentrer chez lui, de l'effroi qu'il avait éprouvé devant ces gars qui étaient devenus ses amis, avec qui il avait fallu attaquer, patrouiller, marcher, travailler, se coucher des heures le nez écrasé dans la terre, en bouffant toujours les mêmes boîtes de singes, les mêmes rations. Et sous les pluies, de rues et quotidiennes, le poids des godillots sur les cailloux, le cliquetis des bidons, jurons étouffés, soupirs, les calottes qui battent les mollets. Toutes ces images contre lesquelles il se débat maintenant, non pour les oublier, mais qu'il s'essaie à circonscrire dans un coin de sa tête, le plus loin possible, parce qu'il veut se concentrer sur la joie du retour et sur tout ce qu'il aura à demander, sur la vie au champ, comment la vie continue chez nous et aussi, mais confusément, presque à son corps défendant, parce qu'il veut donner l'impression de la plus grande dignité possible. Il ne veut pas que son corps le trahisse, les escarres, les ampoules gonflées de pus et les chaussettes qu'on n'a pas ôtées depuis un mois. Il veut garder sa guerre pour lui, la gale et l'odeur des morts, il voudrait tout garder dans le silence de sa tête. Quand il arrive, la nuit et le froid recouvrent tout, comme si tout était resté là à l'attendre depuis qu'il était parti, comme si rien n'avait changé et pourtant tout était retourné cul par-dessus tête. Car le jour où il avait pris la route était un matin d'été lumineux et l'air y sentait bon. La lumière nimbait le paysage de bien-être, les bourdonnements des abeilles et des mouches, les croissements des rainettes dans la rivière, et le long des berges et des barques, les libellules. Le contraste est si violent que cette image d'été lui semble irréelle, alors qu'il reconnaît ce froid bien de chez nous. Déjà, c'est beau, le froid est sec, et il ne pleut pas. Maintenant, Jules avance, épuisé. À vrai dire, il ne sait pas ce qui le réjouit le plus, si c'est de revoir les siens ou simplement de dormir à l'intérieur d'une maison. Peut-être qu'il ne pense à rien, à personne, qu'il s'étonne d'arriver enfin et de tout reconnaître, même de nuit, de voir se dessiner sous ses yeux les silhouettes des maisons et certains arbres qu'il connaît par cœur. Et enfin la maison de sa femme, sa maison, qui semble si inamovible dans la nuit, qu'il se demande si elle ne le nargue pas un peu, comme en lui mettant sous le nez sa fragilité à lui, qui ne sera jamais que de passage, même s'il ne bougeait plus d'ici jusqu'à sa mort. La maison se dresse, il faut entrer. Je n'ose pas vous en dire plus sous peine de gâcher le plaisir de la lecture, mais en guise de conclusion seulement ceci. Ce roman réussit à nous emporter au creux d'une intimité familiale qu'au début, on perçoit presque comme du voyeurisme. Mais c'est fait avec une si belle manière, avec tant de broderies et d'arabesques si fluettes et délicates, qu'on finit par se sentir entouré par leur présence et avoir la sensation, du moins pour moi, qu'une partie de mon propre roman familial pourrait se télescoper sur celui de Laurent. À travers ces mots, Laurent Mauvigné interroge notre mémoire collective mais aussi individuelle sur la transmission orale de nos histoires, de celles de nos grands-parents, qui nous ont raconté parfois, sans doute pas assez, et qui, sans qu'on s'en rende toujours compte suffisamment, nous imprègnent plus qu'on ne le soupçonne au quotidien. Alors oui, les paroles ne restent pas, les discours tenus par chacun des aïeux de nos familles, tous s'évaporent, le temps en étiolera le souvenir, mais ce roman est aussi là pour nous rappeler qu'un souffle bien amené peut les ressusciter, et que partout, autour de nous, se tiennent également des maisons séculaires qui ont vu passer des générations, des adultes succéder à des enfants, des cris succéder aux joies, pendant que toujours, les grandes maisons vides observaient, dans le silence, la vie qui se jouait en elles.
C'est déjà tout pour cette première chronique des Dessous de la littérature, et si ce format un peu spécial vous a plu, n'hésitez pas à me le témoigner en m'écrivant, en commentant, ou encore tout simplement en vous abonnant. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, lisez bien!